Parfait, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau meet-up. En ce qui me concerne, pour une fois, pas sur l'astronomie. Donc aujourd'hui, nous allons parler effectivement du dilemme du tramway, donc qui est un dilemme que vous connaissez peut-être, qui concerne un petit peu voilà, de la philosophie et de l'éthique. Donc on va se lancer sur le sujet sans plus attendre. Donc avant de commencer, quelques petts disclaimers. Donc pour ceux qui connaissent pas, le dilemme du tramway, c'est une expérience de pensée et non une situation réelle. Hein, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez des choses choquantes, notamment de l'hémoglobine ou des choses comme ça. C'est juste une expérience de pensée. Et donc dans les questions du dilemme que l'on va vous poser, il n'y aura pas de bonne réponse. Sinon, effectivement, les philosophes auraient répondu depuis longtemps et ils se battraient pas sur le sujet. Pas de jugement non plus hein, sur les réponses. Hein. C'est tout d'ailleurs l'intérêt de l'expérience. Hein. Donc pas de problème pour les différentes réponses qui vont être posées. Et petit bonus, il y a des petites images de tramway célèbres dans la présentation. Saurez-vous toutes les trouver. Enfin, célèbres ou non célèbres, mais un peu moins célèbres. Mais voilà, petit exercice supplémentaire. Et donc, pour vous présenter ça, on va se baser sur en fait, deux éléments. La présentation va être en deux parties. Déjà, l'expérience du dilemme du tramway, puis c'était une vraie expérience d'éthique et de philosophie. Donc, on va la passer un petit peu à la loupe. Et ensuite, son impact dans la pop culture et le monde moderne, parce que vous allez voir que ce dilemme se retrouve très très souvent dans la pop culture. Donc voilà. Donc déjà, on va basculer sur l'expérience en elle-même. Et donc pour ça, je vais laisser Alice vous en parler. Merci Hugo. Donc, bonsoir à tous. Effectivement, je vais vous parler de l'expérience du tramway, mais avec le côté philosophie. Et on va repartir de l'origine du dilemme. On va parcourir chronologiquement tout ce qui s'est passé au fil du temps, voir ce que les philosophes en ont dit, et les chercheurs aussi, parce qu'il n'y a pas que des philosophes qui se sont penchés sur la question. Et au fil de mes explications, Hugo va intervenir ponctuellement pour vous présenter des scénarios, et donc vous allez pouvoir faire votre choix. Si on repart de l'origine, un peu d'histoire pour commencer, je vais vous parler de plusieurs personnes dans tout mon récit, et je tenais à les introduire là. Rassurez-vous, on se limitera à ces personnes. En réalité, il y en a vraiment beaucoup plus qui ont parlé du dilemme du tramway, que ce soit juste de près ou de loin. Mais bon, pour simplifier, on va parler juste de quelques personnes. Vous connaissez probablement déjà Emmanuel Kant. Il n'a pas parlé du dilemme du tramway, mais je vais quand même le citer un peu parce que bon, un meet-up sur la philosophie sans parler de Kant, ce serait quand même dommage. Donc Kant, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour énormément de choses, mais ici, ce qui va nous intéresser plus spécialement, c'est sa théorie d'éthique morale. Le fait que les actions morales, pour lui, donc, sont guidées par des principes universalisables et sont complètement indépendants de nos conséquences. Donc ça, c'est ce qui décrit ces impératifs catégoriques de la morale dans le fondement métaphysique des mœurs. Alors, partez pas tout de suite, hein, vous inquiétez pas, ça sera pas plus complexe que ça. Je vais pas vous refaire toute la métaphysique, n'ayez surtout pas peur. Voilà, donc ça, c'est pour Kant. Je en parlerai un peu plus loin. Mais la vraie personne, celle qui a introduit le dilemme du tramway, c'est quelqu'un qui s'appelle Philippa Foot et qui l'a introduit dans un article. Ça va être ma slide suivante. C'est elle qui l'a théorisé pour la première fois. C'est une philosophe britannique. Elle est spécialisée en éthique et en philosophie morale, tout simplement. Quelques autres personnes qui ont travaillé là-dessus. Judith Jarvis Thomson a également beaucoup travaillé dessus. C'est une philosophe américaine. Elle est connue peut-être, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est plus connue pour son travail sur la défense du droit pour l'avortement. Mais à côté de ça, voilà, elle a également écrit beaucoup d'articles sur le dilemme du tramway. Mark Hauser aussi. Alors lui, c'est pas un philosophe, hein, c'est un chercheur spécialisé dans les sciences cognitives. Et il a réalisé une grande enquête en 2003-2004. Il en a réalisé une autre aussi en 2007, spécialement sur le dilemme du tramway pour voir ce que les gens en disent. Et enfin, le dernier que je voulais citer quand même, c'est Ruwen Ojian, qui est un philosophe que personnellement j'aime beaucoup parce qu'il a un style très clair. Et si vous vous intéressez un petit peu à la philosophie, mais que vous avez surtout pas envie de lire des livres compliqués comme la métaphysique de Kant, par exemple, vous pouvez lire L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, parce que c'est
très agréable à lire et accessible pour des personnes qui, comme moi, connaissent un peu la philo, mais pas trop quand même, et ont surtout pas envie de lire un livre complètement assommant. Donc voilà. Allez, on commence avec donc le problème initial tel qu'il a été décrit par Philippe Afoot. Donc, il a été décrit dans un article qui s'appelle The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect. Là-dedans, tout simplement, elle a cherché à savoir s'il est toujours moralement inacceptable de se servir de quelqu'un comme d'un simple moyen. Et elle va décrire tout un tas d'exemples pour comparer les exemples tout simplement. Donc le tout premier qu'elle va citer, ça va être celui d'un juge face à des émeutiers, qu'Hugo va bientôt vous décrire, mais en réalité, elle parle de plein d'autres. Un de ces exemples les plus connus, et qui n'est pas dans cet extrait d'article que je vous ai mis là, c'est l'exemple du spéléologue. Imaginez que vous êtes dans une grotte, vous êtes 6 spéléologues dans la grotte. Il y en a 5 qui voudraient sortir de la grotte parce que là, il y a une inondation, il y a quelque chose, enfin, il faut sortir en urgence. Le problème, c'est que le 6e est un peu costaud et il a bouché la sortie, il peut plus du tout sortir. Et les 5 spéologues sont dotés de dynamite. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que on considère qu'il faut sacrifier la personne qui bouche la sortie de la grotte parce que les autres sont coincés et vont devoir sortir ou pas? Donc ça, c'est un de ces exemples. D'autres exemples qu'elle cite, ça va être un pilote d'avion qui est sur le point de s'écraser, qui va devoir choisir entre une zone plus habitée, qui était sa destination initiale, ou alors une zone moins habitée. Ça, c'est un autre cas. Donc elle prend plein de cas comme ça pour se poser la question de, est-ce qu'on peut considérer à quel point est-ce qu'on peut sacrifier des personnes qui initialement n'étaient pas censées mourir pour en sauver d'autres, pour en sauver en plus grand nombre, etc. Son cas initial, donc, c'est le cas du juge. Et on va vous poser la question dès maintenant. Et donc le problème est le suivant. Donc vous êtes le juge de l'article de Philippe Afoot. Donc dans son article, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un crime horrible qui a été perpétré dans votre ville où vous travaillez comme juge, et une émeute a éclaté. Et en fait, les émeutiers réclament qu'un coupable leur soit donné pour ce crime contre lequel ils protestent, et ils menacent que si jamais aucun coupable n'est désigné et qu'on ne trouve pas le coupable, de s'en prendre à une communauté de la ville et de commettre et donc de tuer des gens. Et notamment 5 émeutiers cinq otages qu'ils ont pris. Et en fait, la police tient un suspect idéal, mais il n'y a aucune preuve qui existe contre ce suspect. Et donc vous, en tant que juge, que faites-vous? Et donc c'est là que la question va vous être posée. Est-ce que vous condamnez le suspect ou est-ce que vous ne le condamnez pas? Donc, sachant qu'effectivement, si vous ne le condamnez pas, des gens vont mourir, mais vous n'avez aucune preuve contre le suspect. C'est à vous. Donc vous avez le sondage qui est apparu. Le sondage est apparu. Vous êtes très nombreux, effectivement, à ne pas condamner le suspect. Ah, ça vient de changer un petit peu. Effectivement, il fallait que je cite les réponses. Voilà, ça change encore un peu. On va laisser quelques secondes de plus. Donc pour 88% des personnes qui ont répondu, si on peut faire des stats sur les 17 votants, on a donc 88 à 89 maintenant de personnes qui ne condamnent pas le suspect, 11% qui condamnent. Encore une fois, on a dit aucun jugement de valeur, on n'est pas là pour dire: «Oh non, il y a une bonne réponse» ou quoi que ce soit. On voulait juste avoir votre avis. Et c'est un avis qui est répandu, hein. Ce que vous venez de faire, ça correspond à peu près aux statistiques qu'on va avoir. Le dilemme tel qu'on le connaît actuellement, parce que ça c'était une partie de son article donc avec le juge et les émeutiers, après coup, elle va définir un autre cas, une situation similaire, où on va avoir un tramway fou. Et le conducteur du tramway va être confronté à un choix, c'est-à-dire que soit il va devoir continuer dans la direction sur laquelle le tramway est déjà engagé et donc là, il tuera, les 5 travailleurs qui sont, sur la voie devant, ou alors il a la possibilité de bifurquer et donc prendre ce chemin qui n'était pas initialement prévu
et de tuer la personne unique qui se trouve sur la seconde voie. Une personne complètement innocente, hein, là aussi. À aucun cas dans aucun cas dans les dilemmes, on va définir qui sont les gens qui se trouvent sur les voies ou alors qui sont les émeutiers, et cetera. On sort vraiment de ce niveau de contexte-là, on s'intéresse au reste, à la situation, mais on regarde pas qui sont les personnes. Donc Philippe Afoot compare cette situation du tramway avec la situation des émeutiers et elle, se demande si le résultat peut être différent. Après s'être posé la question, en réalité, son exemple a énormément plu à beaucoup d'autres philosophes et donc a été repris, notamment par Judith, Jarvis Thomson, qui est l'autre personne dont je vous parlais tout à l'heure, dans ma petite timeline. Hem et on va définir plusieurs cas et Hugo va vous présenter 2 cas. Le cas, que je viens de vous expliquer avec les 2 voies et un autre cas, écrit par Judith Jarvis Thomson dans un de ses nombreux articles sur le dilemme du tramway et vous allez voir, à chaque fois, ça va être une vie pour 5 vies et on va voir si, vous répondez la même chose ou pas. Et donc pour le premier cas, donc vous êtes, on appelle le dilemme de l'aiguillage, donc vous êtes sur un tramway dont les freins viennent de casser. Donc sur les rails devant vous, il y a 5 ouvriers que vous allez écraser si vous ne faites rien. Le choix que je vous ai donné de faire, c'est de pouvoir aller sur une autre voie grâce à un levier qui permet d'actionner un aiguillage, mais sur cette autre voie, vous avez un seul ouvrier que vous allez aussi forcément tuer à la place des 5 autres. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous actionnez le levier ou vous n'actionnez pas le levier. Et comme toujours, bonus si vous trouvez le tramway en photo. En parlant de tramway, effectivement, on a Marius qui nous dit: «Le précédent, c'était un des tramways de Lisbonne». Et Et non, alors, précédemment, c'était pas Lisbonne. ouais, ça dépend le précédent, que je C'est la regarde. On a première, eu première ouais, expérience. effectivement. Si tu parles, Marius, de la slide où il y a eu l'expérience, celle-ci c'est bien le tramway de Lisbonne, bravo. Ah, moi je Il y a parlais eu de San celle qui avait Francisco, la oui, première question. San Francisco aussi, effectivement, pour Richard. Celle-ci, ouais. Le Il n'y a pas d'option, hein, dans ce cas-là d'arrêter le tramway, d'une quelconque autre manière que ce qui est décrit dans le scénario. Je tiens à préciser parce qu'on a souvent des cas aussi de réponses, heu, pour essayer de trouver une autre option. Et donc là, sur les votes, on a 74 pardon, de vous activez le levier et 26 de vous n'activez pas. Maintenant, si on change légèrement le scénario. Donc, changement de scénario, le dixième dit du gros homme, entre guillemets. Donc, vous provenez de longue voie, donc de tramway, et vous voyez toujours un tramway dont les freins viennent de casser. Donc, cette fois, vous êtes à l'extérieur, et sur les rails, donc devant lui, il y a toujours les 5 ouvriers que le tramway va écraser. Sauf qu'à côté de vous, donc cette fois, il n'y a pas de levier, mais vous avez un gros homme qui se trouve sur le bord, et vous voyez qu'il est suffisamment lourd pour pouvoir stopper le tramway si vous le poussez sur la voie. Mais par contre, si vous le poussez, ben, c'est lui qui mourra en arrêtant le tramway. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous poussez le gros homme ou est-ce que vous ne poussez pas le gros homme? Maxime nous dit que c'est horrible. On rappelle bien que c'est une expérience de pensée, d'accord? Et qu'aucun gros homme Et n'a oui, été blessé effectivement, dans. je pense que j'ai eu la même réaction de «c'est horrible» la première fois que j'ai découvert ce scénario. Je ne suis pas assez fort pour le pousser, nous dit Vivien. Et Vivien nous disait tout à l'heure aussi qu'il y avait le tramway de Hong Kong. J'avais pas vu le message, mais oui, effectivement, il y a bien ce tramway-là. C'était le tramway à étage, heu, qui était dans une des slides précédentes. Vous êtes super fort pour trouver les tramways, en fait. C'est bravo, ouais. Et au niveau du sondage, cette fois-ci, Pour la première question. oui,
niveau du sondage, cette fois-ci, on a, à 71 vous ne poussez pas le gros homme. Tout à l'heure, hein, on avait à 74 vous actionnez le levier et donc là, 29 de vous pousser le gros homme. Donc je suppose que, la plupart d'entre vous, ou certains en tout cas, se sont retrouvés dans ce qu'on appelle une asymétrie morale, c'est-à-dire que vous avez répondu différemment, selon les 2 expériences. Hem, c'est ce que Judith Jarvis Thomson, qui est présente là sur la slide, prédit, elle aussi quand, elle décrit ces 2 cas-là. Elle demande un peu autour d'elle, ce que les gens en pensent et de fait, assez intuitivement, les gens vont répondre, bah, j'actionne bien le levier, mais par contre, je ne pousse pas, le gros homme. Pourquoi? Bah, en fait, il y a quand même des différences significatives, hein, entre les 2 expériences. Par exemple, dans le premier cas, le fait d'actionner le levier, en réalité, c'est qu'on détourne la menace, on n'en crée pas une nouvelle. Le gros homme, du deuxième scénario, hem, bah, il y a une menace qui est créée, en fait, dans le deuxième scénario par le simple fait de le pousser. Il y a un contact physique avec la personne, et on va s'en servir, comme d'un moyen, pour, empêcher le tramway d'avancer. Ce qui n'est pas le cas dans le premier scénario. Donc son intuition, ce qu'elle dit, c'est que, il est moralement permis d'actionner le levier, mais pas de pousser le gros homme. Alors que dans les 2 cas, on est bien à, 1 vie pour 5. Ce qu'elle, nous indique aussi, donc c'est le côté se servir de la mort comme d'un moyen ou, comme d'un dommage collatéral. Le dommage collatéral, bah, c'est le cas de la personne qui était, sur l'autre voie, dans le premier scénario. Et puis il y a de manière impersonnelle, donc on reste loin, on actionne juste le levier, on touche à personne, ou de manière personnelle, on pousse directement, le gros homme pour bloquer le tramway. Donc pour elle, c'est complètement normal. Voilà, premier scénario, on dévie la fatalité et puis on se retrouve avec un dommage collatéral. Deuxième scénario, on nuit aux droits fondamentaux d'un être humain. Donc ça, c'est pas possible. Mais ça, c'était juste son intuition et puis en demandant un peu autour d'elle, elle n'a pas réalisé de grande enquête pour voir, ce qu'il en était. Celui qui a réalisé la grande enquête avec, beaucoup de personnes, c'est Mark Hausser, qui n'est pas un philosophe, mais qui s'intéresse énormément à toutes les questions morales. Et il a tout un projet de recherche spécialement sur les questions de morale. Donc vous avez, le lien de son site ici qu'on pourra vous mettre également, dans le chat, comme ça vous l'aurez si jamais vous voulez, bah, participer tout simplement à ses recherches. Il est spécialisé en biologie, de l'évolution, en cognition animale et cetera. Voilà, c'est un chercheur, bah, passionné par plein de choses au final. Et il a réalisé 2 enquêtes. Là, je vous en ai mis une, donc celle de 2003 à 2004 sur, 2 600 personnes. Il y en a une autre qui a été refaite en 2007 sur 5 000 personnes, plus de 120 pays aussi et donc les chiffres sont légèrement différents de ceux de l'enquête de 2003-2004, mais pas non plus tant que ça. Donc 2003-2004, sur les 2 600 personnes, il y avait 89 des participants qui actionnent le levier contre 11 qui poussent le gros homme. 2007, c'est 85 et 12 donc voilà, ça change, pas forcément énormément. Mais ce qui est très intéressant dans l'article, c'est surtout le fait que, ça montre que quel que soit l'âge, le sexe, l'origine, la religion des participants, tout ça, ça n'a aucun impact sur le résultat de l'étude. Hem, on En réalité, ça n'a aucun impact, tout simplement parce qu'on ne va pas décrire qui sont les 5 personnes ou la personne. On n'est pas dans des cas où notre scénario, ça va être, vous connaissez une des personnes, par exemple, ou alors il y a, les 5 c'est des enfants ou ce genre de choses. Comme on ne décrit pas, ces personnes, bah, ça fait que l'âge, le sexe, l'origine et cetera des participants n'a pas d'impact. Le seul, critère qui peut avoir légèrement un impact, c'est l'exposition à la philosophie morale et encore, c'est vraiment très léger. Voilà. Donc son étude va en fait dans le sens de ce que dit, Judith Jarvis Thomson, voilà.
Ce qui frappe, c'est la convergence des résultats. Maintenant, comment est-ce qu'on l'interprète? Il y a 2 manières d'interpréter les résultats et c'est là où, on est rentré dans une petite confrontation entre philosophes. Première façon d'interpréter les résultats, si vous êtes conséquentialiste. Le conséquentialisme, c'est quoi? C'est tout simplement de se dire qu'une action, la moralité d'une action, on va l'estimer uniquement en fonction des conséquences. Donc là, typiquement, actionner le levier, ça permet de sauver 5 vies, et d'en détruire une. Donc conséquence, bah, plutôt positive parce qu'on a sauvé plus de vies. Par contre, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne pousse pas le gros homme? Bah, les conséquentialistes, ce qu'ils vont se dire, c'est que c'est tout simplement parce qu'on a une réaction émotionnelle qui va prendre le dessus sur notre pensée rationnelle et on va être incapable de réagir et de se baser sur les conséquences. Et pour appuyer leurs propos, les conséquentialistes, ils ont recours à la neuroscience. Et ils disent, bah regardez, c'est pas les mêmes zones du cerveau qui s'activent dans les 2 scénarios. Il y a une zone où ça va être vraiment la zone rationnelle, et puis l'autre zone, ça va être la zone liée aux émotions. Et c'est pour ça que, comme c'est celle-là qui prend le dessus, on ne pousse pas le gros homme. Ça, c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, et ça va être la préférée de Marc Ausser, ça va être l'interprétation déontologiste. Et le déontologisme, là, le déontologisme et le conséquentialisme en philosophie, c'est vraiment 2 notions qui s'opposent beaucoup, en fait. On a vraiment, enfin, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille de regarder les 2 en même temps parce que c'est intéressant de voir aussi les discussions entre philosophes sur ces 2 sujets parce qu'ils ont vraiment 2 visions des choses complètement différentes et ils vont pas du tout dans le même sens et moi, c'est intéressant pour se faire une idée de ce que pense chacun. Là, le déontologisme, c'est vraiment le fait que la moralité d'une action, une action, elle est morale, si elle est conforme à certains devoirs ou à certaines règles qui vont être indépendantes des conséquences. Donc il y a des actions qui sont intrinsèquement bonnes ou intrinsèquement mauvaises et peu importe l'intention de l'acteur pour, parvenir au résultat. Donc le déontologiste par excellence, bah, ça va être Kant, dont je parlais au début, puisque, son impératif, enfin un de ses impératifs catégoriques de la morale, ça va être: «Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien que ta personne, que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme fin et jamais comme simplement un moyen». Si vous retenez pas la phrase, c'est pas grave. Ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est juste la fin, c'est on ne se sert pas d'une personne comme d'un moyen et ça, c'est au cœur même de la pensée déontologiste. Hem, donc ce que dit Husserl, puisque c'est vraiment Husserl est aussi déontologiste, hein, c'est vraiment son interprétation préférée des résultats, c'est de dire que, les gens qui répondent à cette étude, en fait, ils considèrent qu'on ne peut pas causer la mort d'une personne si on l'utilise comme un moyen. Et là, le cas du gros homme, le fait de le pousser, bah, c'est lui le moyen pour parvenir à arrêter le tramway. Et là, pour tester son hypothèse, bah, il réalise d'autres scénarios et puis il teste, les résultats avec d'autres scénarios. Donc il en a réalisé 2 de plus et les conséquentialistes ont répondu avec encore un scénario pour essayer de contredire. Enfin voilà, chacun a un peu cherché à prouver que, qui avait raison, tout simplement. Donc là, pour gagner un peu de temps sur le meet-up, on va pas vous poser toutes les questions. Je vais vous expliquer les différents scénarios et directement vous donner les pourcentages. Premier scénario, ce qu'on appelle c'est le scénario du gros homme et la boucle. Donc dans ce scénario-là, contrairement au premier où en fait on a notre levier qui nous permet de dévier et de changer complètement de voie, là le levier il permet juste d'accéder à une boucle qui revient après sur les 5 travailleurs. Et sur cette boucle, il y a le gros homme qui est là. Donc ce qui fait que si on dévie et qu'on passe sur la boucle, et ben le gros homme va empêcher le tramway d'atteindre les 5 personnages. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, de Marc, Hauser, c'est de dire que, en réalité, c'est pas le gros homme qui empêche le tramway d'atteindre les 5 autres personnes, c'est, une personne, de corpulence normale, mais qui est juste devant un objet suffisamment lourd pour bloquer le tramway. Et ce qu'il veut montrer avec ces 2 expériences, c'est que le problème, c'est pas le contact physique, c'est vraiment l'utilisation de la personne comme d'un moyen. Donc en réalité, avec ces 2 expériences, il veut montrer que, il y a moins de gens qui vont actionner le levier dans le cas du gros homme et de la boucle. Les résultats,
Donc dans le premier scénario, je vous rappelle, on avait 89% ou 85, ça dépend de l'étude qu'on prend, de résultats d'actionner le levier. Là, ici, dans le premier cas, on n'a que 56%. Je dis que, alors qu'on dépasse quand même les 50%, mais il faut se dire que lui, il est vraiment il va interpréter tous les résultats aussi de la manière dont il veut les interpréter. Donc là, il voit 56%, alors que dans le cas où il y a, donc le cas du milieu, sur ma slide, on monte à 72%, et il dit: «Bah, voilà, regardez, avec ça, c'est la preuve que c'est pas le contact physique, c'est juste l'utilisation de la personne, sinon dans les 2 cas, on serait à 72%». Alors que le premier, donc c'est 56 puis 72. Les conséquentialistes, ils sont pas d'accord avec ça, donc ils vont, et c'est, Judith, Jarvis Thomson, encore une fois, qui va répondre avec un scénario supplémentaire. C'est celui du gros homme et de la trappe, et elle va dire: «Bah non, regardez, hem, c'est pas une histoire de moyens ni une histoire de contact, c'est encore autre chose, parce que si on met le gros homme sur un pont et juste sur une trappe, qu'on actionne la trappe, on touche pas au gros homme, il y a pas de contact violent, et pour autant, là-dessus, il y a que 40 des personnes qui acceptent». Donc en réalité, quand on a des scénarios un peu plus poussés, un peu plus détournés, on arrive beaucoup plus facilement à la moitié. Ce qui fait que les déontologistes et les conséquentialistes vont juste interpréter le résultat de la manière dont ils veulent. Donc en résumé, on a un problème d'incohérence de réponse qui peut être traduit de différentes manières selon si vous êtes conséquentialiste ou déontologiste, mais dans les 2 cas, on peut dire qu'on aboutit quand même à un match nul. Parce que je suis pas sûre qu'on puisse tirer de réelles conclusions quand notre résultat, c'est 56% ou 40%. C'est pas assez parlant, contrairement aux 89% qu'on avait au tout début. Donc pour les conséquentialistes, le résultat, c'est que tout simplement, on est incohérent quand on est sous l'influence de nos réactions émotionnelles, donc quand il s'agit de pousser le gros homme, alors que pour les déontologistes, on est parfaitement cohérent, mais il ne faut pas utiliser quelqu'un comme un simple moyen. Pour autant, bah voilà, au travers des différents exemples que je vous ai montrés, c'est très délicat de tirer une conclusion. Donc après, là, c'est vraiment votre mode de pensée, selon si vous vous considérez plutôt comme conséquentialiste ou plutôt comme déontologiste. C'est vous qui pouvez aussi tirer le raisonnement que vous le souhaitez. Et pour conclure sur cette partie philo, après on passera sur quelque chose d'un peu plus fun avec la pop culture. Pour conclure là-dessus, Judith Jarvis Thomson, elle a creusé encore un autre cas parce qu'elle a voulu contextualiser un peu plus, et approfondir notre compréhension des principes moraux, et c'est le dernier cas qu'on va vous présenter. Ça va être tout simplement le cas du dilemme du chirurgien, et je vais laisser Hugo prendre la parole là-dessus. Donc le dilemme du chirurgien, donc, a été présenté donc, par Judith Jarvis Thomson, comme le disait Alice, est une variation du dilemme du tramway classique. Donc dans ce scénario-là, en fait, vous êtes un chirurgien donc dans votre ville, vous êtes spécialiste des transplantations d'organes, et parmi votre patientèle, vous avez 5 patients qui nécessitent tous la transplantation d'un organe différent, sinon ils vont mourir. Donc il y en a un, ça va être le cœur, l'autre les poumons, etc. Mais pour chacun, ils ont besoin d'un organe, sinon ils vont mourir. Et malheureusement, vous n'avez aucun organe disponible, d'aucun donneur pour ces transplantations. Donc ça se présente mal pour vos patients. Puis un jour, un jeune voyageur qui est en bonne santé est de passage dans votre ville, et pendant que vous l'auscultez pour un contrôle médical de routine, en fait, vous vous rendez compte que tous ces organes sont compatibles avec vos patients, et que s'ils disparaîtraient, personne ne vous soupçonnerait, vous le chirurgien. Du coup, face à cette situation, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous sacrifiez le voyageur pour récupérer ses organes pour soigner vos patients, ou est-ce que vous ne sacrifiez pas le voyageur? Avec toujours la petite photo de tramway pour laquelle il faut deviner la ville. Et c'est compliqué de deviner la ville, là, ça suscite beaucoup de questions. Oui. Lyonnais, non. Mais Loïc n'a pas le droit de non plus. participer, puisque Loïc fait partie des intervenants. Et oui, c'est bien Montpellier, effectivement. Oui. Donc pour la petite anecdote, c'est le tram 4 de Montpellier. Pendant Il a le un peu Covid, vendu la mèche quand même. Voilà, il a un peu vendu la mèche. Mais c'est donc la ligne 4 où pendant le Covid, ils avaient peint un masque chirurgical sur le nez pour promouvoir le port du masque. Et là, effectivement, quand on regarde les sondages, on s'aperçoit qu'il y a 100%
des personnes pour l'instant qui ne sacrifient pas le voyageur. Alors tout le monde n'a pas encore voté, mais effectivement, on s'aperçoit pour l'instant que la réponse est unanime. Après, contrairement au dilemme du tramway qui ne touchait pas à la santé ou quoi que ce soit, ici on a quand même derrière le serment d'Hippocrate, ce qui n'est pas le cas du conducteur de tram. Et je vous propose, si vous n'avez pas de questions sur la partie philo, de passer tout simplement à la partie pop culture. Je regarde un peu dans le chat, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. J'espère que j'en ai pas raté. Non, il n'y a pas de questions pour le moment, Alice. Et dans ce cas, on laisse la main à Loïc. Bon, au pire, revenez plus tard, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais vous parler un petit peu de la pop culture, aussi de ce qui se passe dans le monde moderne, parce qu'il y a alors, on n'aura pas souvent le dilemme du tramway exactement à proprement parler, mais on va avoir plein de choses qui vont s'y ressembler, qui vont s'y prêter. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, notamment dans les films, dans les séries, etc. Donc, je vais vous en parler de certains cas, et on va aussi vous laisser, pourquoi pas, essayer d'en deviner certains. Est-ce qu'il y en a qui ont le tramway avant qu'on passe sur la slide suivante? Il n'est pas facile celui-ci, hein. Moins connu. On va moins en voyage là-bas, peut-être. Je sais pas. Vivien nous propose un métro turc. Je crois que c'est ça, non? Si je me trompe pas. C'est le nostalgique tramway d'Istanbul, très précisément. Bien joué, Vivien. Non, mais là, les participants ont une connaissance dans les tramways qui m'impressionne beaucoup. Je pensais pas. Est-ce que tu penses qu'ils sont venus du coup pour les tramways ou est-ce qu'ils sont venus pour l'expérience de pensée? Moi, je pense que la prochaine fois, on fera juste un meet-up sur un meet-up spécial tramway. C'est ça. Après, ils sont bien aidés par certaines personnes pour certains tramways. Enfin, je dis ça. Oui. J'ai pas pu m'en empêcher. Du coup, allons-y pour ce moment avec la pop culture. Je peux. C'est toi qui passe ou c'est moi qui passe? Allez, c'est moi qui passe. Du coup, je vais vous proposer d'essayer de repérer des œuvres dans le dilemme du tramway. On va vous montrer également un cas concret avec The Good Place et on parlera du cas de la voiture autonome, qui est un cas de dilemme du tramway qui va être intéressant de voir quand on aura ce type de situation. Avant que je passe sur la prochaine slide, vous pouvez essayer de deviner dans le chat le nombre, certaines œuvres qui ont pu utiliser le dilemme du tramway. Et attention quand on va passer sur la prochaine slide, ça va spoiler. Donc, si vraiment vous avez aucune envie d'être spoilé sur aucune œuvre sur laquelle vous seriez, sachant que ça va être des œuvres qui sont quand même assez mainstream, que vous connaissez et que vous auriez potentiellement le risque d'être spoilé dessus. Et je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir avant que je passe sur la prochaine slide sur les différentes œuvres que vous pourriez trouver. Pendant ce temps de réflexion, c'est là où il aurait fallu qu'on passe plein d'images de tramway différentes. C'est vrai. À garder pour la prochaine fois. Maintenant qu'on sait qu'on a des passionnés de tramway parmi les participants. Effectivement, Fabrice, il y en a plein. Et là, tu cherches des exemples dans les jeux vidéo, les livres, les films, les séries. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Il y a des gens qui ont voulu spoiler les séries, ils ont fini de pousser sur des tramways pour... sur des tramways. En même temps, je plus sois Vivien, hein, c'est une bonne raison. Peut-être si jamais vous vous apercevez qu'il y a dans les exemples que Loïc va vous citer quelque chose où vous n'avez absolument pas envie d'être spoilé, mettez vite un message dans le chat pour dire ça, il faut surtout pas me spoiler ou quelque chose, et puis on réagira rapidement dans ce cas. Donc, mettez-moi, il n'y a pas de problème.
On dit Effectivement, Spider-Man. Spider-Man, c'est un qui revient souvent. La situation où je crois qu'il doit faire le choix entre Mary Jane et un bus d'enfant. Bon, parce que c'est Spider-Man, il arrive à sauver les deux, mais effectivement, c'est dedans. Ah, Trou, ça me parle pas pour le coup. Et Orange is the New Black, effectivement, dans un épisode, il y a un dilemme du tramway qui a été reconnu dans la liste qu'on a. Par contre, Arcane, je l'ai pas en tête. Ah, je l'aurais bien mis pourtant. Ça m'aurait bien ressemblé, ça. The Last of Us, effectivement. Ça fait partie de la liste dont je vais vous parler juste après. Donc, spoiler alerte, je vais spoiler The Last of Us, premier épisode, et donc première saison juste après. Star Trek, effectivement, il y a un dilemme du tramway dedans. Bon, ça va, on en a pas mal, hein. Laisser la base vie sur les extrémistes. Ah oui, tout à fait. Même maintenant que tu m'en fais part, il y a t'as un choix alors, je suis en train de spoiler, mais t'as le choix de soit sauver sa fille adoptive, soit d'avoir tout ce dont il rêvait. Si tu vois de qui je veux dire, sans que j'essaye de le faire en tournée, hein, pour pas. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Dans Homeland, il me semble aussi qu'il y en a un. Je crois bien qu'il y en a un. Est-ce qu'il est dans la liste qu'on avait? Je l'avais. Bon, en tout cas, on va pouvoir passer à la slide suivante, hein. Je pense qu'on en a eu pas mal du tout. Merci d'avoir joué le jeu et boum, plein de spoils. Donc, dans la liste, je vais vous en parler de 6 qui, moi, me plaisent bien. Donc, The Last of Us, c'est le choix du personnage principal dans le premier opus, où tout simplement Joël se retrouve face à un choix un peu cornélien, c'est qu'il a le personnage de Ellie qui l'accompagne à peu près depuis le début du jeu. Et il l'amène dans un hôpital et il a la potentialité que de pouvoir sauver la planète d'un virus qui fait se transformer les personnes en zombies. Et Joel apprend que si Ellie se transforme en vaccin entre guillemets, enfin qu'elle est utilisée puisqu'elle est immunisée à ce virus, et ben tout simplement si les chirurgiens opèrent Ellie, elle va mourir pour trouver ce fameux remède. Il se trouve qu'il n'y a pas de garantie de succès que ça va fonctionner, mais en tout cas face à ce choix, le personnage de Joël, il va tout simplement exterminer tout l'hôpital pour ne pas que sa protégée soit sacrifié parce qu'il tient beaucoup trop à elle. Donc il a fait pas du tout un choix qui aurait pu être. Alors du coup il est plus dans le conséquentialiste, hein, si je me trompe pas. Il réfléchit aux conséquences. Il agit uniquement selon la conséquence. Exactement. Conséquentialiste. Donc voilà, pour le premier The Last of Us. Le deuxième, donc vous reconnaissez peut-être le Joker dans Batman. Celui-ci, c'est donc le Joker qui va mettre en situation deux groupes. Donc il y a un groupe où il y a qui sont sur un ferry. Les deux groupes sont sur des ferries. Et dans un des ferries, il n'y a que des personnes qui sont dans des prisons et qui ont probablement fait des crimes assez atroces. Et dans l'autre ferry, il n'y a que des personnes innocentes. Et dans chacun des bateaux, il y a un bouton qui fait que, si on appuie sur le bouton, l'autre bateau explose. Et si aucun des deux bateaux n'appuie sur le bouton, les deux vont exploser. Et les personnes qui sont sur ces bateaux se retrouvent dans la situation de est-ce que ma vie a plus de valeur que celle de l'autre, ou est-ce que est-ce qu'on sacrifie certains types de populations par rapport à s'ils ont fait un crime, etc. Alors c'est un moment de tension dans le film. Il se trouve que, au final, les personnes n'appuient ni d'un côté ni de l'autre sur le bateau pour ne pas devenir, entre guillemets, des monstres par rapport à ce qu'on pourrait appeler la déontologie, hein, tout simplement.
Le troisième, c'est sur le manga, c'est sur un manga qui s'appelle donc l'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, je crois que si je le dis bien, où le personnage il fait le choix que de détruire l'intégralité du reste de la planète pour que ses amis, et les personnes dont il est proche et même les membres de son pays n'aient plus à subir entre guillemets la discrimination entre guillemets qu'ils ont pu subir parce qu'ils représentent une menace par rapport au monde. Et il fait ce choix délibéré que de se dire je vais devenir entre guillemets le monstre suprême, je vais anéantir l'intégralité de la planète pour que plus jamais mon peuple n'ait à souffrir. Donc c'est encore une autre situation où le personnage fait un choix très fort par rapport à ça. Le quatrième, c'est un de mes préférés, parce que c'est... alors, il est dans un film, The Imitation Game, qui est très sympa. En revanche, c'est un film historique. Donc, c'est vraiment un cas qui est arrivé dans l'histoire. On est dans la situation, dans ce film, où les personnages essayent de décoder les codes secrets de l'armée adverse, donc de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Et au fur et à mesure du film, donc ils vont, spoiler alert, réussir à déchiffrer le code allemand. Et ils se retrouvent dans la situation où nous avons le code allemand, on est capable de savoir toutes les communications et d'arrêter toutes les attaques allemandes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on va utiliser ce code pour arrêter toutes les attaques, mais à ce moment-là, ils vont se rendre compte très vite qu'on a le code, et donc du coup ils vont très vite changer de code et on n'aura plus du tout les informations, ou est-ce que on sauve que de temps en temps à certains moments et on laisse volontairement des personnes mourir pour que l'armée adverse évidemment comprenne pas que nous avons le code en notre possession. Et donc ils vont faire ce choix-là. C'est-à-dire qu'ils vont faire ce choix que de laisser des personnes mourir pour essayer d'en sauver le plus grand nombre et pour essayer de gagner la guerre à la fin. L'histoire leur dira peut-être qu'ils ont eu raison. En tout cas, c'est un choix cornélien qu'ils ont eu à faire. Celui d'après, c'est sur la série Game of Thrones. Le personnage qui est à l'écran, c'est Jaime Lannister. Et il a un choix à faire durant la série. Il n'est pas montré sur la caméra, mais c'est lui qui raconte cette histoire. Il se retrouve dans la situation où l'armée adverse est en train de conquérir la ville dans laquelle il vit. Et c'est le garde du corps du roi. Et tout son serment, c'est un serment qui est très fort dans la série, c'est de protéger le roi. Sauf que le roi, c'est un roi qui est considéré comme un roi fou. Et ce dernier, suite à sa défaite, il n'a qu'une seule idée, c'est de détruire la ville et de la faire exploser avec des bombes qui ont été installées un petit peu partout dans la ville. Et donc le choix qu'a fait le personnage, c'est de dire je vais tuer le roi, quitte à casser mon serment, mais je vais le tuer pour que son plan que de détruire la ville et donc de tuer tous les innocents et même ceux qui viennent la conquérir ne meurent pas et de sauver des millions de personnes. Il se trouve que du coup ce choix est déontologiquement je crois que non, c'est pas déontologiquement, c'est l'inverse, c'est conséquentialiste. Il est plutôt important et il est plutôt intéressant. Cela dit, du coup, dans la vision de toutes les personnes qui sont autour de lui, il aura été, en tout cas pendant une bonne partie de l'histoire, que la seule chose qu'ils ont retenue, c'est tu as trahi ton serment et ce n'est pas quelque chose de bien et de moralement bon. Donc c'est et il traîne ça un petit peu comme un boulet pendant le long de la série jusqu'à ce qu'il y ait un arc de rédemption, etc. Je vous laisse regarder cette série qui est très bonne jusqu'à la dernière saison, mais nous ne parlerons pas de la dernière saison qui n'a jamais existé. Et le dernier dont je voulais vous parler, c'était dans un jeu de société. Si vous avez envie de vous amuser sur le dilemme du tramway, c'est possible. Ils ont sorti alors coup de pub, c'est génial, Dilemme Express, dans lequel vous avez donc c'est minimum 3 personnes, une personne qui va devoir actionner
un levier dans un sens ou dans un autre. Et les deux autres joueurs doivent faire à tout prix à ce que alors je sais plus si il faut absolument aller détruire, enfin que la personne choisisse le rail adverse ou son propre rail, mais en tout cas il va falloir convaincre la personne qui doit actionner le rail pour gagner. Et donc dans les choix, il va y avoir à la fois des choix très positifs, donc peut-être la personne qui va guérir le monde entier du cancer, et à la fois des cartes négatives dans lesquelles il va falloir peut-être vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va faire la fin dans le monde, qui va détruire la planète entière. Peut-être que c'est ce choix-là. Et après, il y a des petites cartes bonus, etc. C'est plutôt rigolo si vous avez envie de voilà. C'est pas non plus le jeu de l'année. Je vous vends pas quelque chose de ouf, mais si vous avez envie, pourquoi pas, ce jeu existe. Et sur ce choix-là des 6 dilemmes qui étaient un petit peu présents, on a au final du jeu vidéo, on a du film, on a de la série, on a de l'histoire, il n'y a pas de la littérature. Je vous ai pas fait un vrai livre, mais on a du manga, de l'animé et bien sûr des jeux de société. Donc voilà, il y en a absolument partout. C'est quelque chose qui est utilisé, un petit peu partout. Sur la slide prochaine, on va vous parler de The Good Place, qui a fait un épisode vraiment particulier sur le dilemme du tramway. Donc Cléa, si tu peux lancer cette vidéo, vous allez avoir un court extrait de ce que c'est. Vas-y, go. Engaging with the material, like with the trolley problem. That was just tricky. That's all. Why don't you just tell me the right answer? Well, that's what's so great about the trolley problem is that there is no right answer. This is why everyone hates moral philosophy professors. I'm on your side here, dude, but he is not wrong. Okay, Michael, trust me. When it comes to human ethics, I just know more than you. I've been studying it my whole life. It's just that it's so theoretical, you know? I mean, maybe there's a more concrete approach. Here, let's try this. Oh, God! Michael, what did you do? I made the trolley problem real so we could see how the ethics would actually play out. There are 5 workers on this track and 1 over there. Here are the levers to switch the tracks. Make a choice. The thing is, ethically speaking... No time, dude! Make a decision! Well, it's tricky! On the one hand, if you ascribe to a purely utilitarian worldview... Okay, so, what did we learn? Chidi? Talk it out, buddy. What are we thinking? He thinks he just killed a bunch of people with a trolley. It's just a simulation. I would never make you kill real people. Oh, well, that's reassuring, because some of the parts of the fake people flew into my mouth! Michael, can we just go back to the classroom? We never left. Here, I'll show you. Look, see, buddy? None of this was real. Well, they're fake people, but their pain is real. Does that make sense? There have to be stakes, or it's just another thought experiment. This is awful. You specifically asked me if there was a way I could connect with the material more. I'm trying, you guys. Sorry. You're right. I want to help you understand this. Thank you, Chidi. So, let's try again. Oh, I thought maybe we would have a discussion. No, the whole point is to play out the scenario in real time. Quick, Judy, what's your decision? Okay, I can do this. I am choosing to switch tracks, so that way I only kill 1 person. Oh, forgot to tell you, this is the scenario where you actually know one of the people. It's your friend Henry there. Cheaty! How are you, mate? Henry, move! Oh, nice trolley. Move out of the way! I can't, Cheaty. My boots are stuck in the tracks. Henry, move! Anyway, long time no see. Oh my God! Again, just a simulation. An almost impossibly lifelike simulation. Would someone's foot really fly off their body like that? That was kind of cool. Ethically speaking.
Et ben voilà, c'était une partie de l'épisode du Trolley Problem dans la série The Good Place. La série The Good Place, c'est une série plutôt sympa. Si vous avez envie de réfléchir sur le bien, sur le mal dans le monde moderne, on ne peut que vous la conseiller. Et cet épisode en particulier avait été récompensé par le prix Hugo, qui est une récompense sur les meilleurs épisodes notamment. Donc, on ne saurait vous le conseiller tout simplement. Que ce soit la série ou que ce soit même regarder l'épisode. Ah, je vois qu'il y a des personnes tristes, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'espère que ça ira bien. Et la dernière chose dont je voulais vous proposer de parler, c'est sur les voitures autonomes. Pourquoi est-ce qu'on parle de voitures autonomes ici? C'est parce que ça va être un sujet dans le monde moderne qui sera le nôtre. C'est imaginons que la voiture autonome, il y a un problème, ou qu'il y a une situation qui ne puisse pas être empêchée. Quelle décision est-ce que cette voiture autonome va devoir prendre? Et en fait, on va avoir cette situation du dilemme de tramway qui va se répéter sur cette situation. Et puisqu'il va falloir programmer une bonne réponse, entre guillemets, à la voiture autonome. Et donc, il va falloir faire un choix sur ce dilemme du tramway au moment où on va programmer les véhicules autonomes. Et donc, il y a une étude qui a été faite avec le MIT, et puis je ne me souviens plus de l'école toulousaine qui en a fait partie. Mais en tout cas, ils ont fait un sondage pour essayer de voir qu'est-ce qui serait moralement possible, qu'est-ce qui serait le plus intéressant moralement pour ce système de voiture autonome. Et ils ont fait sur moralmachine.net des sondages. Alors, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont d'ores et déjà participé à ces différents sondages, dans lequel vous allez être dans la voiture et vous allez devoir faire le choix que est-ce que je laisse par exemple ma voiture se crasher, ou est-ce que je vais bifurquer quitte à tuer des piétons. Et puis, ils mettent en situation en fonction de si c'est des enfants, si c'est une femme, si la personne c'est un bandit, etc. En tout cas, ils mettent plein de situations différentes dans lesquelles vous pouvez voter. Et il se trouve que, alors, tout à l'heure, on disait que il n'y avait pas beaucoup de différence sur le dilemme du tramway, sur sa version, sur la version de pousser ou pas, est-ce que c'est moralement. Là, pour le coup, on a des différences, parce que on a des différences, en tout cas selon leur étude, sur si par exemple, est-ce qu'on laisse survivre le piéton ou pas. Ça, je crois que les Japonais vont généralement préférer laisser vivre les piétons. Nous, en France, je crois qu'on est les spécialistes sur on va sauver les femmes et les enfants d'abord. Et un petit peu toutes ces questions-là que vous pourrez vous poser avec ce petit site que je peux vous conseiller. Et puisque de toute façon, il n'y aura pas de bonne réponse, mais ce que proposaient donc les personnes de cette étude, c'est en fonction en fait des régions dans certains pays, il faudra peut-être programmer de manière différente pour sauver telle ou telle personne, sachant que en fonction des réponses, peut-être que votre voiture sera aussi votre tombeau et qu'elle vous sacrifiera pour essayer de sauver le plus grand monde au nom de conséquentialisme au final. Et pour la dernière petite chose dont on voulait vous parler, alors il y en a certains qui en ont mis tout à l'heure, j'ai vu. Le dilemme du tramway, il y en a partout un petit peu sur Internet. Si vous avez envie de vous amuser, il y en a qui répondent à leur façon au dilemme du tramway, mais qui ont absolument bien sûr plus aucun sens. Là, par exemple, une personne qui a résolu le dilemme du tramway parce qu'il a tué la personne qui était responsable des personnes qui étaient sur la voie de tramway. Ou sinon, on m'a envoyé récemment un enfant à qui on a mis le dilemme du tramway, un enfant de 2 ans. Donc on a mis sur le jouet de l'enfant, il y avait 5 personnes d'un côté et une personne de l'autre. Et l'enfant, son choix, ça a été de prendre la personne qui était tout seul, de le mettre sur les rails de là où il y avait les 5 autres et de faire dérailler le train sur les gens et donc de tuer tout le monde. Peut-être que les enfants sont la voix de la raison, je ne sais pas. En tout cas, c'était une autre version du dilemme du tramway qu'a résolu l'enfant. Et donc Hugo, pour conclure, je crois que tu auras le petit mot pour conclure, tout simplement. Oui, donc pour conclure, après tout ça, ce qu'on a vu, ce qu'on disait au début, il n'y a pas vraiment de bonne réponse au dilemme du tramway tel qu'il est posé, c'est vraiment qu'un exercice de réflexion éthique.
Bon, certaines variantes ont une bonne réponse. On l'a vu un peu avec l'exemple du chirurgien, hein, avec justement le serment d'Hippocrate qui arrive. J'ai vu aussi dans le chat certains qui le disaient pour le gros homme, oui, quand vous le poussez, c'est un meurtre. Donc c'est d'une certaine question une bonne ou mauvaise réponse, on peut dire. Donc il y a des variantes aussi qui montrent que nos intuitions relatives à la morale peuvent varier selon plusieurs critères. Donc on disait aussi suivant la civilisation va préférer sauver des femmes et des enfants, des personnes âgées ou pas. Donc avec effectivement notre langue ou notre culture qui peuvent varier. Et il y a aussi des critiques du dilemme, et ça ils le disent aussi, il le dit tout à fait dans l'extrait de The Good Place, il dit c'est un exemple, un scénario quasiment impossible en vrai, hein. Donc c'est vrai que c'est aussi une des critiques que j'ai vu plusieurs personnes rigoler pour certaines questions. À partir du moment où effectivement on prend ça à l'humour, ça perd un peu de son sens. C'est une des critiques. Mais voilà. Et si vous avez aimé le sujet, tout ce que l'on peut vous conseiller de faire, c'est de lire de lire le livre L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, qui vous présente plein d'expériences de pensée de ce genre et qui est très intéressant. Donc voilà, merci à tous pour votre attention. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.